à tous et bienvenue sur VE974. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel essai routier, le deuxième de l'année. Après le Mercedes EQC, on va essayer la DS3 Crossback E-Tense, la première 100% électrique de chez DS. Mais avant de commencer cet essai, je vous invite à vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sans vous être abonné. Donc j'invite à le faire dès maintenant et activer la petite cloche parce que cette année, il va y avoir énormément d'essais pour cette année 2020. Donc aujourd'hui, essai de cette DS3. On nous annonce 320 km en WLTP. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui avec ces 50 kWh de batterie. Il faut savoir qu'elle est basée sur la même base que toutes les voitures 100% électriques de chez PSA, la plateforme iCMP, qui sera également sur la i208 qu'on va essayer dans quelques jours. Donc on va pouvoir regarder ses performances au niveau de la consommation. On va d'abord commencer par un petit tour extérieur. Il faut dire que cette DS3, il faut l'avouer, elle a de la gueule. Elle est quand même très jolie avec des beaux dessins propres à la marque. Donc au niveau du design extérieur, rien, un peu comme le QC, rien ne la différencie de ses homologues thermiques. Et ça, c'est de plus en plus valable pour toutes les voitures électriques. On l'a vu avec le QC, on la voit avec cette DS3 qui d'ailleurs est valable aussi en motorisation thermique. On va le voir aussi avec la 208. Tous ces véhicules ont une apparence de voiture lambda, donc équivalente à ces modèles thermiques. Ensuite, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez voir, à l'intérieur, c'est quand même assez sympa, c'est quand même bien fini. Pour une marque française, il faut dire que ça a été bien travaillé. Ensuite, on va faire les trajets pour voir sa consommation et son comportement routier. Tout ça, on le verra à Bellevue pour voir la consommation en montant et ensuite à Saint-Denis pour la consommation globale. On se retrouve à l'intérieur de la voiture, à la clim pour faire le tour un petit peu de cet intérieur. Et puis après, on se retrouvera à Bellevue. A tout de suite. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de cette DS3 Crossback E-Tense. Donc, je vais vous avouer que pour une marque française, c'est quand même relativement très bien fini. On a du cuir Alcantara, on a des plastiques moussés qui sont quand même de très bonne qualité. On a une recherche de style toujours avec ce losange un petit peu partout qui crée vraiment un style très particulier, vraiment lié à la marque. D'ailleurs, on le retrouve également dans la DS7, c'est vraiment la marque de fabrique, c'est la nouvelle marque de fabrique, nouveau style de chez DS qui est personnellement, je trouve, très joli, recherché. Par contre, je regrette ce petit écran d'affichage pour le conducteur que je trouve un peu trop léger sur les informations. On n'a pas le pourcentage exact. C'est un petit peu, tout est à peu près, c'est de l'approximatif. C'est un petit peu dommage. Même en récupération, on n'a pas les données quand on décélère. Donc ça, c'est vraiment son seul défaut que je pourrais lui trouver parce que le reste, vraiment, même le volant en cuir est très joli. Les petits boutons pour les vitres, vraiment très bien finis. Et l'écran multimédia qui est aussi d'une belle définition. Par contre, il est un petit peu lent sur certaines animations. C'est un peu dommage, mais ça ne provoque pas de problème quand on l'utilise. Mais sinon, il est bien foutu. On a les petits boutons de raccourci sur la console centrale qui sont assez pratiques pour accéder rapidement au menu qu'on veut. Et c'est vrai que c'est, comme je le dis souvent, c'est quand même plus rapide d'appuyer sur un bouton que d'aller chercher dans les menus. Le tactile fonctionne vraiment bien, donc on a la possibilité d'utiliser autant les boutons que l'écran tactile, donc ça c'est top. Et ensuite, c'est vrai que dans les menus, ça manque de données sur le côté électrique, pareil que l'écran d'affichage pour le conducteur. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment bien fait et on a aussi Apple CarPlay et l'Android Auto que moi je me sers systématiquement dès que c'est disponible dans une voiture et c'est vrai que là il est bien ancré dans l'écran, donc ça c'est pas mal puisqu'on a toujours l'affichage de la climatisation sur les côtés, donc on peut toujours y accéder rapidement même si on a l'Apple CarPlay ou l'Android Auto activé. Donc voilà pour cet intérieur. Ensuite au niveau de l'habitabilité, on est plutôt pas mal. Je pense que derrière aussi ils sont quand même bien installés. Je ne ferai pas non plus 10 000 bornes, mais ça tombe bien, on a une île qui en fait que 200 de circonférence, donc pas besoin de beaucoup plus. Au niveau de plaisir de conduite, alors en mode sport, c'est vrai qu'on a bien les 136 chevaux, on peut vraiment en profiter. Par contre, elle est assez haute, donc c'est vrai qu'on a un petit peu de roulis, on a des suspensions qui sont un petit peu fermes, donc on n'a ni le confort, ni le côté sportif. On est un peu entre les deux, c'est un petit compromis qui est assez plaisant quand même. Donc voilà, ça c'est au niveau du plaisir de conduite.
Et au niveau consommation, on va aller voir ça tout de suite sur la route. Donc on va monter au col de Bellevue pour voir combien on a consommé en montant et la moyenne depuis Saint-Denis. Et ensuite, on verra la consommation totale directement au chef-lieu sur Saint-Denis. On se retrouve au col de Bellevue. À tout de suite. Et voilà, nous voilà à notre envoi habituel, le col de Bellevue, donc la plus grande montée avant de redescendre sur Saint-Benoît. Donc la consommation moyenne a assez bien monté en flèche en montant depuis Saint-Pierre. Donc on a eu 41 kWh au 100 km en montant ici depuis Saint-Pierre. Et la consommation globale depuis Saint-Denis, on est à 27,5 kWh au 100. Donc c'est assez énorme quand même. Et on a déjà mangé plus de 50% de la batterie. On espère qu'elle est efficiente et qu'on va pouvoir récupérer un peu d'énergie en redescendant pour ne pas se retrouver non plus trop en rate de batterie arrivé sur Saint-Denis. En tout cas, ça va nous permettre de savoir si elle récupère bien dans les descentes. Il lui manque juste un petit truc, c'est les palettes au volant qu'on a pu tester sur le QC, qu'on a pu tester sur le Kona et le Niro. Là, il n'y a que deux modes, le mode drive et le mode break. Le mode break qui vous permet d'avoir un frein moteur plus poussé et de récupérer plus d'énergie. Mais on est loin des récupérations avec les palettes. Donc, on va voir si même avec ce mode break, en descendant les rampes, on va pouvoir récupérer quand même de l'énergie. Donc tout ça, on va pouvoir le calculer arrivé en bas. Je fais juste une petite parenthèse sur le confort de conduite. Le fait qu'elle soit assez haute, c'est vrai qu'elle a quand même tendance à tanguer dans les virages, mais ça va parce que pour monter ici au col de Bellevue, les virages ne sont pas trop serrés. Mais c'est vrai qu'on sent que la hauteur de caisse fait tanguer la voiture. Mais sinon, ça reste quand même très confortable comme voiture. C'est vraiment une voiture qui est appréciable à conduire. Voilà, on se retrouve sur Saint-Denis pour la consommation globale et puis on verra si elle a bien récupéré. À tout de suite. Voilà, notre essai de la DS3 Crossback e-Tense est terminé. Donc, on va faire un petit résumé de la consommation. Donc, on est à 20 kWh au 100 km. Donc, c'est une consommation énorme pour un petit SUV. Parce que, rappelons-le, c'est un SUV compact. Donc, c'est une grosse consommation. Ce qui lui a trahi, finalement, c'est son efficience. Puisque sur la récupération entre Bellevue et Saint-Denis, on est quand même à 10 kWh au 100, ce qui est énorme. Donc, finalement, même en jouant entre le mode break et le mode drive, elle a quand même une forte consommation et pas de récupération, quasiment pas. Donc ça, c'est un peu dommage. On regrettera justement qu'elle n'ait pas les palettes au volant. Ça, c'est pour la consommation globale. Donc ça nous donne une autonomie d'environ entre 250 et 300 km en fonction de votre façon de conduire et des modes de conduite que vous allez essayer. Parce que je rappelle qu'il y a trois modes de conduite, l'éco, normal et sport. Donc nous, on a varié essentiellement entre le normal et le sport pour taper un peu dedans et profiter des 136 chevaux. Donc ça, c'est pour l'autonomie globale. Ensuite, pour les recharges, si vous n'avez pas de wallbox à la maison, il faudra compter environ 17 heures pour faire du 0 à 80%, à peu près 7h30 avec une wallbox 7 kW. Et avec les bornes qu'on n'a toujours pas à La Réunion, les bornes en courant continu, donc 100 kW en 27 minutes pour faire 0 à 80. Niveau tarif, on a trois niveaux de finition. La Sochic, la toute première, donc qui est à partir de 37 500. Ensuite, on a cette performance line qui est à 38 500 et la Grand Chic à 45 500. Voilà, ça c'est pour les tarifs. Donc, est-ce que ça les vaut? Je vous le verrai par vous-même. En tout cas, elle est très bien finie, très jolie. Elle a une belle gueule. On a des beaux matériaux, belle finition. Après, c'est au niveau technologie électrique. On regrettera qu'elle ne soit pas si efficiente que ça. Mais sinon, c'est une très bonne voiture électrique. Moi, je vous dis à très bientôt
pour de prochains essais sur VE974. Je vous laisse vous abonner et réactiver la cloche pour les notifications pour tous les prochains essais qui vont arriver sur VE974. En attendant, portez-vous bien. C'était Romain. Peace!